Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Géopresse. Géopresse est votre émission d'analyse et de décryptage de questions relatives à la gouvernance publique, à la gestion de l'État, au système politique et économique. Aujourd'hui, dans ces nouveaux numéros, nous allons donc nous intéresser essentiellement sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le train des élections en RDC est déjà en marche malgré le désistement de certains acteurs politiques qui ne souhaitent pas voyager avec la CENI. La CENI est d'ailleurs déjà entrée dans la phase de la convocation de l'électorat pour les élections générales, c'est-à-dire des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, communales et municipales. Donc toutes les parties prenantes à ces processus sont appelées à affûter, à fourbir leurs armes pour la prochaine bataille électorale. Il faut donc aussi souligner que la CENI, tout comme le pouvoir en place, les organisations internationales, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis tiennent à ce que ces élections soient apaisées, crédibles et transparentes et que le résultat définitif de ces élections rencontre les aspirations du peuple congolais. L'apologie de la violence ne doit pas donc faire partie ou ne doit pas se manifester au terme ou à la publication de ces résultats. Mesdames et messieurs, donc voilà le sujet autour duquel nous allons échanger sur ces plateaux. Je ne suis pas seul, je suis avec deux journalistes. J'ai à ma droite, donc à votre gauche, Fiston Oleko, journaliste au groupe de presse Géopolis Forum, que je salue. Bonjour Fiston. Oui, bonjour Jojo Moulamba, bonjour aussi à tous nos téléspectateurs. Et à ma gauche, donc à votre droite, il s'agit bien de Dieudonné Boanali, également journaliste au groupe de presse Géopolis Forum, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Jojo Moulamba, bonjour, comment dirais-je, excusez-moi, bonsoir Jojo Moulamba, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci d'être là pour discuter, échanger autour de cette problématique des élections qui s'annonce déjà. Le 23 décembre 2023, les Congolais vont devoir élire les différents animateurs des institutions de la République, le président de la République, le Parlement, les assemblées provinciales. Voilà, c'est annoncé, nous démarrons cette émission. Je vais commencer avec vous, Fiston Oleko. L'électorat est déjà convoqué. Déjà, quelle lecture faites-vous déjà de ces prochaines élections? Merci beaucoup Jojo Moulamba. Les élections en RDC est une réalité. Et il faut dire que peu de gens donnaient chance à ce quatrième cycle électoral, que ça se tiendra dans le délai. Aujourd'hui, nous nous rapprochons et tout le monde, je pense que se rendre compte du fait que les élections, c'est une réalité en République démocratique du Congo pour le quatrième cycle électoral. Bon, l'analyse générale de ce processus électoral 2023, je dirais d'abord du point de vue positif, c'est que nous voyons l'engagement des acteurs majeurs qui sont commis à l'organisation des scrutins ici en République démocratique du Congo, qui s'affairent justement à donner au peuple congolais encore ce pouvoir-là, de pouvoir choisir leurs dirigeants. Donc là, je vois le gouvernement, je vois la CENI, je vois aussi d'autres certains partis politiques qui sont au four et au moulin et ça se préparent pour ce scrutin. Mais, du point de vue un peu négatif, c'est que les élections est un moment où toutes les sensibilités de la classe politique est en ébullition pour participer et ainsi espérer à décrocher des voix des électeurs afin que les idéologies soient mises en œuvre pour le bien-être collectif. Mais malheureusement, nous constatons que vous avez d'ailleurs dit dans votre introduction, il y a certains désistements. Il y a, on va dire, des désistements des faits, bien qu'il y a certaines franges de la classe politique qui disent que nous ne désistons pas, mais nous sommes dans le processus. Nous attendons cette condition. Oui. Et voilà, donc et nous sommes dans une forme de désistement de fait, et c'est fort malheureusement, pour un scrutin électoral. Donc ça tord un tout petit peu le coup à la question de l'inclusivité, parce que les élections, comme veut la coutume démocratique, c'est veut
se veulent être normalement inclusives, transparentes, crédibles. Et voilà, donc de ce point de vue-là, il y a un problème, mais il faut qu'il faut résoudre. Mais il faut dire c'est du fait de qui. Ça, c'est la grande question. C'est la grande question. Mais Dieudonné Boinali, les élections doivent être inclusives. Didier Reynders, d'ailleurs, il a rencontré le président de la CENI. Didier Reynders, je rappelle, c'est le commissaire européen à la justice. Il a été aussi vice-premier ministre des Affaires étrangères belge. Il a rencontré le président de la CENI, tout en insistant, lors de leurs échanges, sur l'inclusivité de prochaines élections. Les désistements de certains acteurs peut torder le cou au caractère inclusif? Bon, inclusivité, exclusivité, je pense que c'est un fond débat. Pourquoi l'inclusivité ne doit pas être une obligation? Nous sommes dans un pays censé être un pays démocratique. Et nous venons à peine d'amorcer les processus démocratiques en République démocratique du Congo. Ça avait commencé avec le discours du 24 avril 1990, prononcé par les maréchals Mobutu, paix à son âme, que nous avons célébré la mémoire hier. D'ailleurs, beaucoup de tabloïds en ont fait les choux gras. Mais nous devons dire que même si la transition démocratique ou bien le processus démocratique a commencé le 24 avril 1990, mais c'est réellement en 2006 que nous avons commencé avec les jeux électoraux. Et aujourd'hui, nous sommes au 4e siècle. 16 ans après, 16 ans après que le processus électoral démocratique soit annoncé. Annoncé, parce qu'il y a eu des transitions. Nous sommes allés de transition en transition. Des rébellions aussi, des insurrections. Les pays étaient divisés à un moment donné de l'histoire en 3 parties. Et puis, il y a eu la dernière transition ici de l'accord global et inclusif de Sun City qui nous a donné et la constitution et les institutions que nous avons jusqu'à aujourd'hui, parce que ce sont des institutions issues de cet accord global-là et de la constitution adoptée par les référendums. Qui les 2 textes ont voulu qu'on puisse avoir l'architecture constitutionnelle et politique que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo depuis 2006, c'est-à-dire un parlement bicaméral composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Vous avez 26 assemblées provinciales, 26 exécutifs provinciaux, des institutions d'appui à la démocratie comme la CENI. Tout ça, c'est les fruits de ces fameux accords et de la Constitution que nous avons tous voté à l'unanimité lors du référendum. En parlant des élections, je vais dire que nous sommes à moins de 3 mois des élections générales de décembre 2023. Tout a été fait par les pouvoirs organisateurs, la CENI. Il ne reste qu'on termine les dossiers dépôt des candidatures au niveau de la présidentielle et au niveau des élections provinciales, communales aussi et locales, municipales. La CENI va passer maintenant à l'étape suivante où, aux prochaines étapes, vous avez la commande des bulletins de vote, il faut commander les isoloirs, il faut recruter le personnel électoral. C'est ce qui a été fait. Il y a même un communiqué dans ce sens. La CENI a informé l'opinion nationale qu'elle a commencé à recevoir les demandes d'emploi de toutes les personnes désireuses de travailler pendant les élections, même pendant les opérations de dépouillement. Après vote, oui, après le vote. C'est pour vous dire que nous sommes en train d'entamer le dernier virage du processus électoral. Mais malheureusement, tout le monde, que ce soit les pouvoirs, que ce soit l'opposition, que ce soit la société civile, les partenaires au développement, souhaite l'inclusivité, mais on ne peut pas imposer à quelqu'un, si grand ou si petit qu'il soit candidat à la présidentielle. Si un candidat donné, X ou Y, trouve que les conditions ne sont pas réunies pour que je participe à la présidentielle,
il peut se rétracter. C'est démocratique aussi. Oui, c'est démocratique. La démocratie dit aussi la liberté. Il est libre de déposer sa candidature. Mais cela aussi ne peut pas... Cela ne veut pas dire aussi que si tout le monde participe aux élections, cela va donner une caution morale aux élections, que ces élections seront acceptables par tous. Oui. La démocratie, c'est quelque chose, un produit qui nous a été imposé, importé par l'Occident. Oui, ça c'est... On va aborder aussi cet aspect-là, voilà. Mais Dieu donné Bonali, puisque... Il y aura toujours des gens, même si on recrute des anges, s'il vous plaît, Dieu donné il y aura toujours des contacts. Oui, toujours à cette question, si il y a certaines personnes, certains acteurs qui ne participent pas, cela ne doit pas aussi faire appel à la violence ou à l'insurrection, donc à réfuter, à rejeter le résultat qui sera publié par la CENI. Mais on va suivre une vidéo qui a fait un peu, qui a alimenté les débats tous ces derniers temps. Et c'est une vidéo, il s'agit de l'émission de Christian Lusakweno, le journaliste, le patron de la chaîne Top Congo, qui avait reçu Monseigneur Abbé Cholé. Nous les suivons et puis nous allons revenir. Si la CENI ne comprend pas la pertinence de notre insistance pour renforcer la confiance de la population, si la CENI minimise la perception de son travail dans l'opinion, on peut aller aux élections, à moins qu'il y ait vraiment des correctifs assez significatifs au niveau de l'observation. On peut aller aux élections, mais je crains que, en se maintenant dans cette position-là, la CENI fasse les lits d'un environnement fertile pour une révolution qui n'attendra qu'un leader courageux, parce que le terrain serait déjà prêt. Parce que le fait que beaucoup de gens ne veulent pas aller aux élections, nous allons travailler pour les convaincre, parce que ce n'est pas responsable non plus. Mais si les statistiques publiées par Ebouteli se confirme que 25% seulement d'enrôlés vont voter, c'est que nous ne souhaitons pas, nous allons faire une campagne pour les inviter. Si on va aux élections dans ces conditions-là de méfiance, moi je ne serais pas surpris qu'après les élections proclamées, nous puissions vivre une crise que tout le pays va regretter. Voilà, là nous venons de suivre le Monseigneur Abbé Cholé qui répondait aux questions de Christian Lusakweno. Ses propos vraiment ont suscité des débats au niveau de la classe politique, donc dans l'opinion nationale. Il y a même le professeur Abbé Kabasele Lumbala François de Mbujimayi qui s'est adressé au bureau permanent de la CENCO, donc la conférence épiscopale nationale du Congo, et l'intitulé c'est « Ne bradez pas le catholicisme contre le combine politique ». Ce sont ses propos. Mais on va aussi revenir sur cette lettre et cette correspondance adressée à la CENCO. Mais Dieudonné Bonali, vous avez suivi l'abbé Cholé. Quelle est votre analyse, quelle est votre lecture? Bon, je veux commencer d'abord par rappeler que M. l'abbé Donancien Cholé Babala, aujourd'hui Monseigneur, Monseigneur, est docteur en théologie dogmatique. Il enseigne dans les grands séminaires et universités catholiques à Kinshasa comme dans les Congo profonds. Je pense en tant que Monseigneur, il devait s'interdire de tels propos qui violent les droits canons et surtout les codes pénals congolais. Vous l'avez suivi comme moi, il a bien commencé. Il a donné des critiques objectives sur les conditions dans lesquelles se préparent les élections. Mais à la fin, il a péché, comme on dit si bien, tout homme est pécheur. Même si vous portez la soutane, même si vous êtes en cravate et costume comme nous, n'oublions pas que tout homme est pécheur. Il a péché à la fin en disant, je vais rappeler ses propos, il dit, si la CENI s'entête à organiser des élections, c'est extrêmement grave pour
un homme épris d'épée, un imitateur de Jésus. Il s'est comporté en humain, pas en homme spirituel. Nous sommes des chrétiens. Moi, je pense qu'il n'a pas parlé là-bas comme un homme d'église. Pas comme un père spirituel. Il n'a pas parlé comme un père spirituel. Il n'a pas parlé comme monseigneur. Il n'a pas parlé comme, je peux oser l'appeler, un proche collaborateur du pape par rapport à la fonction qui est la sienne. Pourquoi? Si je rentre dans la Bible, excusez-moi, c'est le chapelain du pape. Jésus avait laissé notre Seigneur comme mission en rentrant au ciel à toutes les personnes qui veulent le suivre, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et non d'aller opposer les uns aux autres, d'aller proférer des menaces, des malédictions. Donc c'est une menace. Mais c'est une menace. Mais quand il dit, si la CENI s'entête, c'est comme un père qui parle à son enfant. Mon fils, si tu t'entêtes, je vais prendre de mesures. Tu verras de quel bois je m'échauffe. C'est en fait ce qu'il a dit, en français facile. Si la CENI s'entête. Mais il a oublié que, sur le plan juridique du droit, la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie, la plus importante même. Elle est une institution indépendante. La CENI ne peut pas recevoir ni d'injonctions, ni de directives du Parlement provenant dans l'organisation technique des élections d'aucune personne, qu'elle soit physique ou morale. La CENI n'a pas de directive d'injonction à recevoir. La CENI suit sa boussole. La boussole de la CENI, c'est son carnet de travail, c'est le calendrier électoral, c'est toutes les lois électorales et référendaires, toutes les décisions prises par son assemblée plénière qui est souverain, même Kadima ne décide pas la CENI. C'est la plénière de la CENI qui décide, qui coule toutes les décisions noir sur blanc sur les papiers. On donne ça au président et le président les transfère au secrétaire exécutif national de la CENI. C'est la personne qui est censée exécuter toutes les décisions. C'est la machine de la CENI. C'est la machine, la cheville ouvrière même de la CENI. S'il y a des erreurs que vous avez constatées, des problèmes techniques que vous avez constatés, mais les portes de la CENI sont grandement ouvertes. Nous, les journalistes, nous partons là-bas, les chercheurs, les étudiants, tous les courants vont là-bas à la CENI. Nous voyons les bureaux de la CENI recevoir les gens de toutes les obédiences. Pourquoi ne pas aller proposer tous ces problèmes-là et les solutions à la CENI pour l'aider à bien faire son travail? Si on était vraiment animé d'une bonne volonté, si on aimait vraiment ces pays, si on ne cherchait pas à brûler ces pays pour qu'il y ait des troubles, des pillages, parce que il a terminé par dire qu'il faut un homme courageux qui doit, il appelle à un coup d'État. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Je vous dis, je termine en vous disant, qu'il ne se trompe pas parce qu'il est abbé, il est en soutane. Porter la soutane ne vous confère pas l'immunité parlementaire ni diplomatique. Nous avons vu sous d'autres cieux des abbés, des pasteurs être interpellés par la justice, aller répondre devant les juges, devant les enquêteurs sur vos déclarations. Et surtout que nous avons un pays voisin, je termine ici, le Rwanda, qui avait connu un génocide. Vous avez suivi comme moi qu'il y a même des hommes d'église qui sont cités dans les rapports des génocides, sur les génocides au Rwanda, qui sont même interpellés par la justice nationale rwandaise, même par la justice internationale. N'oublions pas ces faits-là. Parce que vous portez des soutanes. D'accord, Dieudonné Bonali. Vous dites non, je peux tout dire sans peur d'être contredit et interpellé. D'accord, Dieudonné Bonali. Mais Fiston Oleko, en suivant ses propos, et comme vient de le dire Dieudonné Bonali, donc c'est une apologie au coup d'État, donc c'est une apologie à la violence. Est-ce qu'on peut s'attendre à cela d'un père spirituel? Oui, fort malheureusement, on ne comprend pas vraiment l'attitude de nos pères de l'Église. Déjà, il faut dire que le pays connaît beaucoup de problèmes. On ne peut pas se permettre de s'ériger en prophète de malheur, comme l'a fait notre chef de l'Église, porte-parole et secrétaire général
d'une aussi importante organisation qu'est la Conférence nationale épiscopale du Congo, la CENCO, alors que moi je sais, un pasteur doit prôner la communion, doit prôner la cohésion. Même s'il y a diffusion. Même s'il y a diffusion, c'est normalement lui, en tant que père de l'Église, qui devrait rassembler les enfants de Dieu, parce que à leurs yeux, nous sommes des enfants de Dieu. Rassembler les enfants de Dieu, arrondir les angles pour que nous avancions dans le processus surtout démocratique que nous avons engagé, comme l'a dit ici Dieudonné Bonali depuis 2006, vraiment depuis 2006, et que, d'ailleurs, pourquoi les élections dans un pays, dans un État? Les élections visent d'abord la promotion de la paix, mais aussi la promotion du développement. Moi, je ne vois pas l'Église aller à l'encontre de ces missions-là ou de ces réalités-là. Donc, écoutez le pasteur de l'Église dire ça, moi je crois que c'est grave. Et il faut dire que déjà, depuis longtemps, je ne sais pas pourquoi, est-ce que quel est le mobile qui motive toujours l'Église à être constamment contre le pouvoir, même dans des raisons qui ne... contre pas les pouvoirs, mais contre les institutions en place, pour des raisons telles que celui-ci qui n'est pas vraiment fondé. Bon, on parle par exemple du fichier électoral. Le fichier électoral a été constitué par la CENI, audité par des experts que la CENI a lancé... Externe à la CENI. Oui. Externe à la CENI, justement. Par un audit externe. Et d'ailleurs, il faut souligner que ce n'est pas une exigence légale, mais la CENI le fait quand même parce qu'il faut faire cette confiance-là entre les parties prenantes et lui, l'organe qui est chargé d'organiser les élections. Mais la question aujourd'hui, la CENCO, qu'est-ce que veut la CENCO? La CENCO a déjà constitué une mission d'observation électorale, MOE, CENCO et ECC. Et c'est elles deux, les deux églises, qui vont faire la mission d'auditer le fichier électoral. Mais quand même, c'est un travail qui demande de l'expertise. Comment est-ce que la CENI va prendre une telle proposition au sérieux quand on sait que vous n'avez aucune expertise dans la matière, quand on sait que Denis Kadima, il est président de la CENI, mais avant d'être président de la CENI, il a beaucoup travaillé dans beaucoup de pays, dans des différents processus électoraux ici en Afrique. Donc il sait quand même certaines tenants et les aboutissants dans les cadres de processus électoral. On connaît la mission de la CENCO. Ce n'est pas d'observer, d'auditer un fichier électoral. Vous ne voyez pas que c'est trop technique et ce ne sont pas, comme a dit l'abbé Kabasele dans sa lettre adressée au prélat catholique, et ce ne sont pas, les dirigeants des institutions ne sont pas quand même désignés pour proposer même pour donner des propositions même impossibles. On ne voit pas comment la CENCO peut organiser un audit du fichier électoral et qui sera crédible et considéré pour des propositions électorales, si ce n'est que, on peut dire ça, sans peur d'être contredit, de la mauvaise foi, de jeter seulement de l'opprobre à ce processus électoral, de jeter les discrédits dans ce processus électoral. Parce que ce qui est important, beaucoup de gens négligent ça. Mais le délai, c'est un élément très important. Le respect du délai constitutionnel, c'est un élément très important. Avait ouvert ses portes. Parce que la République, nous avons souscrit à la forme de gouvernance qui consacre la République, voilà, on parle même de la République démocratique du Congo, qui soumet notre pays aux exigences de la République. Les exigences de la République, c'est-à-dire qu'on induit au respect des textes. Quand on vous dit 5 ans, mais alors, soyez même à la place de ceux qui dirigent le pays. Premier mandat, vous arrivez, vous glissez. Vous voyez ce que ça donne. Alors que le régime en place n'a aucune raison, sincèrement, n'a aucune raison de glisser. De faire une glissade. Parce qu'en 2016, on avait dit qu'il n'y avait pas d'argent. La première raison fondamentale, c'était qu'on n'avait pas d'argent. On comprendrait parce qu'on avait quel budget de 4 milliards de dollars américains. Et alors, à cette époque, Nang a demandé 1,2 milliard de dollars américains. Du coup, c'était un peu difficile avec les difficultés que le pays connaît, l'Est et tout. Mais cette fois-ci, le gouvernement n'a aucune raison de postposer les élections. Justement, nous sommes arrivés à 9 milliards de dollars ici en 2022. En 2021, c'était autour de 6-7 milliards d'exécutions, pas de propositions. Donc, si la CENI adhère à la proposition de la CENCO, donc on va encore bouleverser le calendrier électoral. Justement, parce que la CENCO ne va pas là-bas, je ne sais pas avec quelle expertise, je me pose toujours cette question, ne va pas faire 2, 3 jours, 4 jours et sortir. Parce que c'est une matière très technique et complexe. Vous ne pouvez pas faire un audit comme ça, non.
Non, il faut qu'on se rassure de vos experts. Parce que je ne crois pas que Abbé Donatien je le connais quand même faire un audit des fichiers électoraux. D'accord, vous avez cité le professeur Abbé Kabasile Lumbala. Je vais lire un extrait de sa correspondance au bureau permanent de la SENCO. Au premier paragraphe, il écrit « L'Église prend part aux joies et souffrances du peuple au sein duquel elle se situe. Vatican ». Il l'a bien souligné dans un de ses documents, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ces temps sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Il continue aussi, le pasteur intervient-il pour donner leur contribution aux efforts de redressement et de la construction de la cité terrestre. Mais cela ne veut nullement dire que c'est la hiérarchie de l'Église de gérer l'administration du temporel. Nous ne devons pas tolérer que le bureau permanent de la SENCO devienne une structure de contrôle du fonctionnement des institutions de la République, qu'ils se mettent à donner des leçons au Parlement de notre République comme si c'était un groupuscule d'ignards et qu'ils se chargent de juger le magistrat, de déterminer la marche de la CENI. Un tel agissement est une insulte publique à nos institutions, même si ces dernières n'ont pas atteint leur vitesse de croisière. Il poursuit, selon la doctrine sociale de l'Église catholique, le secteur de la mission séculière pour la gestion du temporel en conformité aux valeurs évangéliques incombe aux laïcs chrétiens. Le comité laïque chrétien, donc il a fait allusion. Comment ne pas faire confiance à nos laïcs chrétiens formés et compétents qui œuvrent à la CENI et qui ont fait un rapport d'une centaine de pages sur un audit que l'institution avait confié à un organisme étranger. Et c'est uniquement parce que le directeur de la CENI est d'origine de la même tribu qu'un de candidats à l'élection présidentielle. C'est un scandale. Il pose encore une question ici. Pourquoi oublier si vite les avertissements du pape François en visite au pays dans son discours du 3 février dernier contre l'esprit mondain et politicien qui ferait que nos ecclésiastiques endossent les costumes des entrepreneurs, de mettre prompts à donner des leçons en dehors de leur mission propre. Là, c'est la question du professeur Abbé Kabasile. Donc là, il s'est adressé à la SENCO, Dieudonné Boinali, vous avez aussi lu. Et quelle est votre impression de voir un abbé de Mbujimayi s'adresser à la SENCO et de dire vraiment de ne pas tourner par-delà de la cuillère, que ce n'est pas la mission de l'Église de donner des orientations, des instructions à la CENI? Bon, je veux vous rappeler que moi-même, je suis un ancien catholique. Je reconnais la qualité de certains abbés qui font partie intégrante de l'Église catholique du Congo. Vous avez l'abbé Kabasile, vous avez l'abbé qui est trop souvent sur Facebook là, l'abbé Blaise Kanda. C'est parmi les excellents abbés dont dispose l'Église catholique du Congo. À propos de son adresse, je pense que c'est une lettre qui restera dans les annales de la République démocratique du Congo, au même titre du message de notre représentant légal de l'ECC qui est en exil, au même titre que les autres Congolais qui sont partis pour la cause nationale, qui ne sont plus de ce monde. Ils ont réfléchi, ils sont arrivés à la même conclusion que l'abbé Kabasile. Moi, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, la mission de l'Église, c'est d'aller de faire de toutes les nations des disciples, de gagner les âmes pour le Seigneur. Mais pas de proférer de menaces. Ce n'est pas d'observer les élections. L'Église doit s'occuper des brebis que nous sommes. L'Église n'est pas là pour proférer des menaces pour les autorités. Ça s'est fait aussi en France. Considérer des autorités comme des ignares, ces gens-là ne savent rien. Comme ils organisent mal les élections, nous, l'Église, nous allons fouiner dans la casserole CENI. Nous voulons chercher à voir qu'est-ce qu'on nous prépare comme élection. Est-ce que
dans la marmite, il y a de l'eau, il y a du sel, et toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse avoir un bon repas. Ce n'est pas la mission de l'Église. Je vous donne l'exemple des autres églises catholiques dans le monde. Actuellement, il y a une crise russo-ukrainienne. Vous avez vu des églises catholiques des pays occidentaux se prononcer sur la crise en Ukraine. S'inscrire en faux contre la Russie ou contre l'Ukraine. S'inscrire en faux sur les déclarations d'Emmanuel Macron par rapport à la politique française en Afrique. Vous avez entendu un abbé ou bien un monseigneur en France ou en Belgique s'exprimer sur la gestion de la chose publique, parler de leur commission électorale, de l'organisation des institutions, insulter même les chefs de l'État, se moquer de leur président de la République, des institutions. Vous avez vu ça où? C'est seulement au Congo que nous permettons ça. Et moi, je pense que c'est une antivaleur. Chacun de nous doit rentrer à sa place. Chacun de nous doit faire ce qui est son dada. Il ne faut pas leur demander une expertise que vous n'en avez pas. Moi, vraiment, ça me fait parfois rire quand je vois le... Quand je vois des chefs d'église demander d'aller auditer un problème qui est technique, qui dépasse leur niveau de compétences. Nous ne disons pas qu'ils n'ont pas étudié. Au même titre que nous demandons de respecter les autorités, les institutions de la République, surtout les pouvoirs organisateurs. D'ailleurs, la Bible nous recommande de prier pour les autorités, de prier pour les pays, pour qu'ils ne prennent pas de mauvaises décisions. D'accord, et non de proférer des menaces. Et non de proférer des menaces. Fissons l'écho en suivant l'abbé Donatien Chollet et en lisant aussi la question posée par l'abbé François Kabasele, c'est que on a comme l'impression que le prêtre n'ont pas, ou le père de l'Église n'ont pas suivi, n'ont pas écouté le pape François. Oui, on peut dire ça si on considère ce que l'évêque de Mbujimayi a dit dans sa lettre adressée. Vous savez, quand je lisais ce discours, je me disais, mais il a parlé sans gants, il a dit des choses telles vraiment qu'elles sont à la hiérarchie, bien évidemment, de son chef de la Senko. Vous savez, un élément important que Donatien Chollet a évoqué ici devant Christian Lusakweno, le patron de Top Congo, il a dit la CENI minimise la perception de son travail par la population. Moi, je pense qu'en réalité, Donatien Chollet minimise, voire banalise la perception de ses propos dans les chefs de la population. Parce que, vous savez, quand on constituait l'équipe de la CENI, il avait fait encore une sortie médiatique où il dit, on a lu les CV de chaque candidat. Il est vrai que Denis Kadima a un CV costaud, c'est un technicien, il a vraiment de l'expertise, mais son seul problème, c'est qu'il est de la même tribu ou un même espace. La même zone linguistique que l'actuel chef de l'État. Vous voyez que c'est grave. Donc il tribalise la question électorale. C'est ça. Comme si cela ne suffisait pas. Ça, c'est en 2021. Oui, c'était en 2021, au moment où on constituait l'équipe de la CENI. On vient encore ici, en 2023, il dit que la CENI est prise en otage par une tribu. Voilà, des mots graves. Et faire encore aussi l'apologie du chaos. Parce que quand vous dites des choses comme ça, vous êtes un homme respecté, vous êtes un leader, vous êtes même... Mais je ne vous retire pas la parole. Il a oublié que lors des élections générales de 2018, les chefs de l'État Joseph Kabila, Corneille Nangaa et certains chefs des institutions et des corps constitués étaient issus de la même zone linguistique que le président honoraire et sénateur à vie Joseph Kabila. Donatien Chollet, Monseigneur, chapelet du pape, était toujours en vie. Et il vivait ici à Kinshasa. Il n'a jamais dénoncé cela. Ça fait mal parce que il y a un Kassaïen qui est au pouvoir et il se trouve que le président de la République est du Grand Kasaï, le président de la CENI est du Grand Kasaï. Mais si nous revenons 5 ans en arrière, vous allez voir que nous étions dans la même situation. C'était ça les critères. L'Église catholique n'a jamais dénoncé cette fait-là. Ce sont des propos discriminatoires. Voilà, discriminatoires. Discriminatoires de part des origines des gens. C'est-à-dire que vous cherchez à voir. Vous avez déjà vu que les CV ça va, mais vous cherchez à voir encore il vient de quel coin. Pourtant, ce n'est pas le critère. Ah, ce n'est pas ça le critère. Ce n'était même pas un critère objectif. Et oui, donc il faut dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le pays,
c'est que nous sommes dans une logique où on veut tirer des choses en longueur, mais en mettant de côté les principes. Parce qu'aujourd'hui, si on veut respecter justement ce que dit la Senko, pour ne pas parler de ce que dit Fayoulou ou la Mouka ou FCC, encore faut dire que Fayoulou a demandé que l'audit soit fait par un organisme ou un cabinet international dont les compétences sont reconnues au niveau international. Mais il faut encore de moyens pour ça. Mais justement, on ne va pas le faire parachuter. Nous sommes dans les extrêmes et nous risquons bien évidemment d'aller au-delà du délai. C'est que le président de la République ne veut pas, c'est que le gouvernement ne veut pas, parce que c'est ça aussi, c'est que la CENI ne veut pas, parce qu'il a reçu mandat. Pour lui, ça sera un échec de pouvoir organiser des élections au-delà du délai constitutionnel. Vous avez parlé de la lettre. Je vais lire encore un petit extrait où l'abbé Kabasele s'adresse à la hiérarchie de la Senko. Il dit la banalisation du discours ainsi que la reprise des stéréotypes contre une tribu est un crime, car elle sème des germes d'une guerre civile et mine la cohésion d'une société. Un pasteur chrétien ne sème jamais la haine, mais la paix et la communion. Ces propos ne doivent pas faire le lit d'un éventuel leader courageux qui profiterait du chaos créé au pays en vue de prendre le pouvoir par les armes et de tirer. C'était ça justement la philosophie du discours d'Abin de la Cholet. On ne va pas voir gauche ou à droite. Vous savez, il a fait cette communication à quel moment? Au moment où il y a la prolifération des coups d'État en Afrique. Et pas loin de la RDC, c'est déjà en Afrique centrale. Il y a eu un coup d'État au Gabon. Vous savez, lui, le prix à payer après une crise. Ça dit que vous allez perdre même certains investisseurs potentiels qui peuvent venir. Il y aura bien évidemment des entreprises qui vont fermer des portes. Il y aura ralentissement de la croissance que nous connaissons depuis 2001. Perte d'emploi, pillage et tout. Il y a même le retrait de confiance. Nous aurons des problèmes avec la communauté internationale. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, lui aussi banalise ou minimise la perception de ses propos. Pas par la population. Donc, la République démocratique du Congo, qui organise son 4e cycle électoral, veut avoir 2 élections apaisées, crédibles, inclusives et transparentes. Le président de la CENI l'a dit aussi lors de la cérémonie de convocation de l'électorat pour les élections municipales, présidentielles et autres. Nous allons encore le suivre et puis nous revenons. À ceux qui pensent ou même espèrent que la CENI va conduire le processus électoral et plus précisément la gestion et la publication des résultats électoraux dans l'opacité et de manière partisane, eh bien, ils se trompent. La CENI ne souscrit pas à cette négativité. Il s'agit d'un procès d'intention du processus s'est avéré sans fondement. Nous avons donc géré avec professionnalisme et honnêteté la cartographie opérationnelle, la refonte du fichier électoral, la répartition des sièges ainsi que les candidatures. Chers compatriotes, l'équipe que je dirige travaille avec intégrité et le fait ainsi par conviction. Elle n'est pas forcée à le faire, elle est convaincue qu'il faut le faire. Nous sommes convaincus que ce 4e cycle électoral va hausser le standard en matière électorale et ainsi contribuer à la consolidation de la démocratie et de la paix dans notre cher pays. Ainsi, à ces prophètes des malheurs qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et qui conduirait à un changement de régime antidémocratique, nous répondons en 2 mots, sans effet. Oui, je vais répéter. Ok. Ainsi, à ces prophètes de malheur qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et conduirait à un changement de régime antidémocratique,
Nous leur répondons simplement en 2 mots, sans effet. Voilà, là nous venons de suivre le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, qui a répondu en 2 mots, sans effet, à tout le prophète de malheur, au prophète qui pense qu'il y aura un conflit post-électoral après la publication de résultats des élections générales qui seront organisées le 23 décembre 2023. Fiston Oleko, je reviens encore avec vous. Vous avez suivi le président Kadima qui dit sans effet. Ah oui, hein, lui il est dans sa mission. Parce qu'il a la charge d'organiser des élections en 2023. Comme vous l'avez dit, c'est le 20 décembre. Le 23 décembre. Donc il ne voudrait jamais voir que son travail, c'est comme son enfant, il ne voudra jamais voir que l'issue de son travail soit un chaos qui s'érige dans le pays. Donc il faut dire que c'est le moment quand même que tous les Congolais, et moi, personnellement, quand j'écoute beaucoup des gens, parce que nous, notre travail, c'est à chaque moment être en contact avec les Congolais. On sent que les Congolais est un tout petit peu lassés de toutes les caprices des politiciens, mais aussi de certains chefs des organisations de la société civile, notamment de l'Église. Donc vous sentez que la mayonnaise ne prend plus comme c'était avant avec Etienne Tshisekedi, où quand il dit A, A, quand il dit B, B. Et la preuve aujourd'hui, aucune organisation politique, aucun parti politique n'a réussi à faire à Kinshasa une ville morte. Si ce n'est que, par exemple, les sociétés civiles au niveau de Goma ou Nord Kivu, de manière générale. Donc, il faut dire que nous devons comprendre que les choses commencent à changer. Les Congolais acquièrent une certaine maturité dans la façon de voir les choses, dans la façon de voir les politiques. D'ailleurs, il faut dire qu'il y a une forme de cassure entre les populations et la classe politique, parce que la population, il faut pas oublier que la politique, la finalité de toute action politique, c'est le bien-être collectif. Exactement. Et il est un constat aujourd'hui patent que les politiciens ne se mettent ensemble, les politiciens ne se battent que pour les intérêts du pouvoir. Et quand il s'agit de se battre pour des questions qui concernent la société, des questions sociétales, ils se divisent. Donc il y a des gens même qui n'ont fait même pas mention. Et la saga des communiqués et des déclarations politiques ne sortent qu'à la veille des élections. Mais après 1 année ou après 6 mois des élections là, toute personne s'occupe à comment entrer dans le gouvernement, comment. Donc vous voyez, et il est ici question de pouvoir appeler les Congolais à sauver ce qui est le plus important. C'est la cohésion nationale, c'est la paix après les élections. Les élections ne sont pas la fête du monde. C'est quand même un moment que nous avons choisi à chaque 5 ans que nous puissions faire les élections, que nous puissions organiser les élections, que nous puissions se choisir nos dirigeants. Et sans effet, moi, je ne peux pas épouser ça parce que... Comment? Je ne peux pas épouser ça totalement, mais on va dire que sans effet, effectivement, par rapport à ceux qui prophétisent le malheur après les élections, parce que quand on parle comme ça, il ne faut pas dire que nous sommes en train de voir du blanc dans tout ce que la CENI fait. Oui. Mais qu'est-ce qui est l'important? L'important, c'est que nous ayons des élections. L'important, c'est que après les élections nous amènent des dirigeants qui seront légitimes. Comme ça s'est passé en 2018. Comme ça s'est passé en 2018, bien qu'il y a toujours des contestations, mais avec des proportions un peu acceptables. Et ça s'est passé quand même bien. Et nous avons assisté pour la première fois, là il faut insister aussi sur ça, à la transition ou à la passation pacifique du pouvoir entre un ancien président et un nouveau président entrant. Ça, ce sont des choses que nous devons capitaliser. Ce sont des acquis de la démocratie que nous devons capitaliser. Et faire l'apologie du chaos, moi je pense que ce soit l'Église, mais aussi les formations politiques qui pensent à ça, doivent vraiment rectifier les tirs et penser à l'essentiel. Les élections sont pour tout le monde. Les élections est une porte ouverte pour tous les Congolais, pour tout Congolais, qui répond justement aux critères, qui est capable de... qui se rassure bien évidemment de sa base. De proposer une offre politique. Justement, les élections au Congo ne peuvent pas être l'objet des crises graves qui paralysent même les activités socio-économiques du pays, qui paralysent même le fonctionnement des institutions. Non, c'est un temps qui est révolu. C'est un temps qui n'est plus vraiment d'actualité au Congo.
Donc, il faut vraiment qu'il rectifie les tirs, que nous avançons parce que le Congo, on peut tout dire, mais avec le rythme qui est le sien, mais les Congos bougent. Les Congo bougent, Dieudonné Bonali. Le Congo aussi a besoin de l'unité entre Congolais, ne veut pas aussi le chaos après les élections sans effet, comme l'a dit le président, sans effet au malheur. J'ai retenu 4 choses de la communication du président de la centrale électorale. Premier mot, sans effet. En tant qu'expert électoral, Denis Kadima n'aimerait pas échouer parce que ça sera une honte pour son CV, une honte pour l'expert électoral qu'il est. Il a travaillé dans beaucoup de régions en Afrique australe, Fiston Leko l'a dit tout à l'heure. Donc il tient à réussir son pari. Deuxièmement, prophète des malheurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Denis Kadima a appelé Donatien Cholet, Monseigneur, vous êtes un prophète des malheurs. Un homme de Dieu ne peut pas même s'il l'a pas cité énormément. Un homme de Dieu ne peut pas maudire son pays, ne peut pas parler en mal de l'après-élection qui aura chaos. Ça, c'est l'éschatologie du chaos. Là où vivent ses fidèles, nous connaissons l'acteur et le jeu. Demain, s'il y a crépitement des balles dans les grandes villes du pays, et Monseigneur Donatien Cholet va fuir au niveau de l'annonciature apostolique, là où il y a les représentants du pape, il va se protéger. Beaucoup de clergés vont aller se réfugier dans les couvents. Mais nous, les petits peuples, nous irons où? C'est nous qui sommes souvent victimes de la guerre entre l'opposition et les pouvoirs. Donc je pense, en faisant cette communication, s'il a voulu satisfaire à ses partenaires à lui, qui financent ses déclarations, ses communications, moi je pense, s'il va suivre sa propre communication, il va voir que lui-même, il s'est tiré une balle dans les pieds. Oui. Il a parlé en mal, non seulement contre sa personne, mais contre aussi l'Église catholique du Congo, que nous respectons beaucoup. Cette Église possède des éminents professeurs qui nous ont formés depuis la maternelle, les secondaires jusqu'à l'université. Mais malheureusement, on est tenté de ternir son image par 2 ou 3 individus à cause de leurs intérêts égoïstes. Je termine aussi par dire, le président de la CENI a parlé aussi du maintien du cap. Parce qu'il doit organiser les élections pour respecter les délais constitutionnels. Beaucoup de gens pensaient que Tshisekedi a perdu des élections, on connaît ses débuts, comment c'était, il était mis à mal par les partenaires FCC, quand il convoquait un conseil des ministres à Gombe, un autre conseil des ministres, entre guillemets, c'était né à Kingakati, Verncel là-bas. Il avait des difficultés pour gérer. Mais maintenant que Tshisekedi Félix est resté seul maître à bord, il a commencé à travailler avec son gouvernement Samaloukonde 1 et puis Samaloukonde 2 qui est venu. Et puis peut-être il y en aura 3, on ne sait pas, avant les élections. Les gens commencent à voir les résultats. Rien que des 3 ans qu'il a travaillé en ayant les mains libres, en ayant la majorité parlementaire, la majorité entre guillemets, en ayant sa propre administration, comme aux États-Unis, quand un président entre en fonction, après avoir prêté serment, il met en place son administration. Mais le président Tshisekedi n'a pas bénéficié de cet avantage-là. Il a travaillé avec l'administration de Kabila qu'il a trouvé. Il y avait certaines personnes qui lui mettaient des bâtons dans les roues pour qu'il n'avance pas, pour qu'il ne travaille pas. Mais au vu du bilan qu'il a fait pendant 3 ans, je n'ai pas dit qu'il a opéré des miracles, je ne dis pas qu'il a échoué, mais il a lancé quand même des grands signaux qui augurent des lendemains meilleurs. Mais ça doit faire des jaloux. Il y a des gens qui pensaient aussi, bon, comme il a échoué lors du premier mandat, il n'aura pas le deuxième mandat. Qui vous dit qu'il n'aura pas le deuxième mandat? D'accord. Et puis je termine par dire ceci par rapport au Lego. 30 secondes, vous allez me couper. Le peuple congolais d'il y a 15 ans n'est pas comparable au peuple congolais de 2022-2023. Fiston Leko l'a dit tout à l'heure, l'opposition d'aujourd'hui, dont la majorité c'est une opposition bourgeoise, commence à convoquer des villes mortes. Vous avez vu un Congolais sortir. Mais ils disent, quand on leur demande d'augmenter les salaires des policiers, des militaires et des fonctionnaires de l'État, ils disent non, huis clos.
D'accord, Dieu donné bonne année. Ils n'augmentent pas. On va ils poursuivre. Ne nous pas. On tend déjà vers la fin de cette émission, mais on va suivre une dernière vidéo. Là, c'est le ministre. On va suivre en fait le ministre Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, mais surtout porte-parole du gouvernement Sama Lukonde II, qui en fait éclairait aussi, répondait aux questions au propos de l'abbé de l'ancien Cholet, par rapport à la tribalisation des institutions de la République. On les suit et puis nous revenons avec nos derniers commentaires et nos dernières analyses pour finir cette émission. Deuxième question, c'est quand même assez dangereux. Dans un pays qui se veut être une nation, on ne peut pas parler des nations lorsqu'on parle des tribus. Je crois que vous faites les relais des propos, même si vous ne voulez pas le citer, je l'ai suivi de l'abbé Cholet. C'est extrêmement dangereux que ces propos viennent de lui. Parce que justement, je ne voudrais pas aller là où vous êtes, mais je peux vous donner des exemples. En 2011, qui était président de la CENI? Qui était président de la Cour constitutionnelle? Qui était président de la République? Qui était ministre de Finances? Est-ce que vous aviez entendu quelqu'un à l'époque venir dire tout c'était du Katanga? Mais pourquoi vous voulez aujourd'hui que nous voulons parler nation, nous définir par les tribus? C'est extrêmement dangereux d'avoir une attitude de cette nature à un moment où nous sommes à 3 mois des échéances qui sont attendues. Moi, je suis élu de Kinshasa. Mais mes parents ne sont pas tous originaires de Kinshasa. Comment j'arrive à être élu à Kinshasa s'il n'y a pas dans les chefs des Kinois ces sentiments d'appartenance collective à une nation? Et donc, il faut cesser d'exacerber cette question des tribus. Nous en avons parlé en conseil avec le ministre Yves Moukoulou qui a présenté un projet de loi dans ce sens-là. Nous espérons que cela va aboutir parce qu'il faut que nous bannissions l'identification par la tribu. Vous êtes Congolais, je suis Congolais. Certains rajoutent ce que vous savez qu'ils rajoutent. Moi, je ne les rajoute pas, mais aimons le Congo et travaillons pour le Congo. Oui, voilà, nous venons là de suivre le ministre Patrick Mouyaya qui répondait à cette question par rapport à la tribalisation des institutions de la République. Fiston Leko, vous avez suivi le ministre. D'ailleurs, vous étiez là à ces briefings lorsque le ministre Patrick Mouyaya, qui insiste beaucoup sur la lutte contre les tribalismes, on a comme l'impression que ça refait encore surface sur la scène politique. Oui, justement, c'est vraiment des comportements, comme je le disais ici, à bannir. Et les élections doivent être des moments de rassemblement. Ça ne peut pas être des moments où les germes de division renaissent et que les Congolais se voient dans une posture de clivante très prononcée, jusqu'au point que on ne peut pas quand même, jusqu'au point des tribus. Donc c'est très dangereux, comme a dit le ministre Patrick Mouyaya. Et ce sont vraiment des propos et des considérations à mettre de côté parce que nous sommes une nation. Une nation, c'est la jonction entre l'ethnie et l'État. Ça veut dire que l'ethnie, c'est notre façon de voir les choses depuis nos ancêtres. C'est-à-dire que vivre dans un coin et dans un village, partager la vie et les mêmes valeurs. Voilà, l'État est imposé. Il nous a été imposé par la façon de voir des choses des Occidentaux quand ils sont venus nous coloniser. Mais ce qui met l'État et l'ethnie ensemble, c'est les sentiments nationaux. Les sentiments d'appartenir à une nation, les sentiments d'appartenir à une réalité commune, malgré nos petites diversités. Moi, je suis Moluba, lui, vous êtes Mukongo. C'est ça, une nation. Et quand nous sommes comme ça, des propos qui divisent, surtout dans les chefs des gens qui dirigent des grandes organisations, qui sont capables de drainer beaucoup de personnes, c'est toujours à décourager. Et surtout là, le gouvernement, à travers son porte-parole, l'a bien fait de condamner. Parce que beaucoup de gens ignorent une réalité. Le pasteur Kabassé l'a dit dans sa lettre. Là, ce sera le dernier extrait que je vais lire. Mais nul n'étant à l'abri des bavures, leur opinion, là il parle des prélats catholiques, notamment le cardinal Ambongo et le secrétaire de la Senko. Il dit,
nul n'étant à l'abri des bavures, leur opinion politique, leur analyse des situations sociopolitiques ne doivent pas passer pour celle de l'Église. Là, c'est très important. Ne doivent pas passer pour celle de l'Église catholique de la RDC. Les cardinals au Congo ne représentent pas l'Église catholique du Congo, mais l'archidiocèse de Kinshasa. Monsieur le secrétaire général de la CENCO est sous les ordres du président Ouitembi, qui est représentant de la CENCO, et duquel il devrait recevoir les ordres pour les déclarations relatives à ces sujets qui n'ont pas été d'ailleurs débattus dans les assemblées de la CENCO. Donc c'est toute l'importance qu'on voit. On minimise un peu ce débat, mais c'est très important qu'il y a un travail vraiment à faire, surtout dans la tête des Congolais, pour que nous puissions élaguer des considérations tribales dans des questions qui préoccupent toute une nation. Vous venez avec des questions tribales qui nous fait vraiment recroqueviller, qui nous fait vraiment tirer vers le bas. Vers le bas, oui. Voilà. Dieudonné Boinali, ce sera votre dernier mot. Bon, il faut bannir les tribalismes. Abat les tribalismes, abat l'acharnement contre la CENI, surtout quand vous n'en avez pas la compétence. Je donne seulement un petit conseil à Monseigneur Donatien Cholet. Prochainement, quand il va faire sa prochaine sortie médiatique, qu'il porte un peu des gants. C'est un homme d'église que nous respectons beaucoup. Il doit se rappeler du message papal fait à Kinshasa le 3 février 2023. Je cite, les Saints-Pères avaient demandé aux personnes consacrées, à l'image de Monseigneur Cholet Donatien, de ne pas trop se mêler des affaires d'argent et de la politique à des fins personnelles pour se préoccuper uniquement et davantage des fidèles et à vivre une vie de prière. Je termine par cette petite lecture. J'ai aimé la conclusion de l'abbé Kabasele de Boujimaï quand il dit en réalité les changements dans les pays ne dépendra pas directement de l'Église. Ce ne sera pas à nous les évêques, pas à nous prêtres de changer les pays. Nous devons donner les principes, amener et porter Dieu à ces pays. Nous sommes très préoccupés, nous les prêtres, de faire ce qui ne relève pas de nous. Voilà pourquoi j'ai parlé de revenir aux fondamentaux, que chacun de nous revienne à son dada, de ne pas trop mettre la pression sur la CENI. Nous sommes à 3 mois des élections. Nous voulons des élections apaisées avant, pendant et après la proclamation des résultats. Nous ne voulons plus que le président d'une institution, d'après la démocratie comme Denis Kadima, puisse proclamer demain les résultats dans un char de combat ou bien au-dessus d'un gratte-ciel de Kinshasa par peur d'être attaqué par des militants mécontents du fait que leur candidat n'est pas celui qui sera proclamé. Aux hommes de paix, aux hommes épris de paix, nous en avons dans ces pays beaucoup. Parmi eux, il y a des hommes d'église, ils doivent prêcher la paix. Et non les chaos. Et non le chaos. Aussi, je vais finir avec cet extrait du texte de la correspondance du professeur Abbé Kabasele, qui note que le processus électoral entamé depuis 2022 et qui arrive bientôt à son terme devrait être soutenu et non boycotté, et quels que soient ces manquements, car il y va du maintien du pays dans la stabilité, et nous devons éviter de faire tomber nos institutions dans l'illégalité. Voilà, c'est tout pour Géopresse d'aujourd'hui. Fiston Leko, Dieudonné Boinali, merci pour vos analyses autour de cette question du processus électoral qui en fait nécessite la participation de tous les Congolais afin de maintenir la cohésion sociale, et le souhait de tous les Congolais aujourd'hui est que nous ayons des élections libres, transparentes, inclusives, apaisées, et ce qui va nous permettre d'avoir des dirigeants avec une nouvelle vision, et une vision qui répond aux aspirations des Congolais. Non à la violence, laissons la violence, puisque nous, les Congolais, en souffrent déjà beaucoup dans la partie est du pays, et les Congolais n'en voudront pas encore revivre après les élections de décembre 2023
Les Congolais veulent la paix et veulent une cohésion et l'amour puissent régner dans ces pays. Fidèles téléspectateurs, à vous aussi un grand merci. À la régie, Noël Ntunda, le maestro, et puis Guilain Moutela jusqu'à Antamba.